Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. Que vous soyez de Pau, de Bayonne, de Biarritz ou des plus petites villes comme Guétari, plus grand village français dans le cœur, c'est énorme ça. Ben oui, les Pyrénées-Atlantiques ont fait un carton. Les Pyrénées-Atlantiques sont appréciées par les Français. Vous avez peut-être vu ce week-end dans le journal du dimanche cette enquête sur les villes. Et forcément, si Sud Radio aujourd'hui s'est installé sur le stand des Pyrénées-Atlantiques, ce n'est pas un hasard. C'est parce que il fait bon vivre, quel que soit l'endroit où nous sommes. Là, bien sûr, c'est un stand au Salon de l'Agriculture, mais c'est l'esprit des Pyrénées-Atlantiques. Nous allons ouvrir notre grand débat sur la souveraineté alimentaire de la France qui est en grand danger. Vous pouvez d'ailleurs intervenir, vous les auditeurs de Sud Radio, même si nous sommes ici présents depuis le stand de Salon de l'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques. Toutes nos équipes techniques font le maximum, donc vous appelez si vous le désirez, si vous souhaitez intervenir au 0800 26 300 300. Souveraineté alimentaire de la France en grand danger, c'est ce que vous nous confirmez, Félix Mathieu. La balance commerciale de la France se dégrade dans un certain nombre de domaines et par exemple donc les volaillers s'alarment. Oui, ils se disent tout simplement submergés par les poulets importés. La moitié du poulet consommé en France vient de l'étranger contre seulement un quart en 2000, 2 fois moins. C'est l'avertissement de l'interprofession de la volaille. Le gros des importations provient de Pologne, de Belgique, des Pays-Bas. Les volailles issues d'Ukraine et du Brésil également ont bondi l'année dernière. L'année dernière, les importations de volailles ont atteint ce niveau record, environ 827 000 tonnes. En l'occurrence, la grippe aviaire forcément aggrave la situation. 25 000 tonnes de volailles mortes ou euthanasiées l'année dernière en France. Mais au-delà de ce problème de grippe aviaire, le constat quand même est vrai pour l'ensemble des filières. Pour d'autres produits, l'interprofession du porc s'inquiète aussi d'une hausse de 3,5% des importations sur les 10 premiers mois de l'année dernière. Ou prenons les légumes. Il y a quelques semaines, le journal Les Échos estimait que seuls 40% désormais des légumes consommés en France étaient d'origine française. Et pour cause, quasiment 2/3 des légumes surgelés ou bien en boîte de conserve ne sont pas d'origine hexagonale. Concernant le surgelé, c'est même les 3/4 des légumes qui viennent de nos voisins belges, espagnols ou italiens. Bon, des chiffres qui interrogent, Félix Mathieu, et des questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec nos invités. Céline Imard, agricultrice, porte-parole d'Intercéréales. Alors, je précise que c'est l'interprofessionnel représentatif de la production, la commercialisation et la première transformation de céréales. C'est bien ça. Bonjour Céline. Bonjour. Nous recevons également Maryvonne Lagaronne, qui est productrice de viande bovine à Gestas. C'est ça. C'est ça, on prononce le S, bien sûr. Dans les Pyrénées, chez nous. Bien sûr, dans les Pyrénées-Atlantiques, vice-présidente de la Fédération nationale bovine, branche de la FNSEA. Et puis, autre invité, Sébastien Abyss, chercheur associé à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS donc, et auteur de Géopolitique du blé. Je voudrais commencer par vous, Sébastien Abyss. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Alors bien sûr, il y a cette guerre en Ukraine. Beaucoup d'éléments nous amènent à dire que l'économie mondiale, d'une manière générale, est affectée par ce qu'il se passe. Mais comment se fait-il que, avec les chiffres que vient de rappeler Félix Mathieu, nous soyons en telle difficulté en France? Alors je crois qu'en fait il faut distinguer plusieurs aspects. D'abord, est-ce qu'on est en difficulté en France? Si on regarde sur l'état de la planète, la sécurité alimentaire en France est exceptionnelle. Il y a des filières qui ont perdu des capacités ces dernières années, je vais y venir, mais notre situation n'est pas dramatique et n'est pas inquiétante. Ce qui est inquiétant, c'est le fait que nous ne sommes pas en capacité de maintenir un rythme élevé de performance là où la planète s'est mise à galoper depuis 20-30 ans. Ouais. Et ça, c'est lié à la conjoncture pas que. Ukraine, la situation post-Covid? Non, il y a des phénomènes très structurels qui font que depuis 20-30 ans, un certain nombre de puissances dans le monde émergent, misent beaucoup sur leur agriculture, produisent de plus en plus, exportent de plus en plus parce que la demande alimentaire mondiale explose par ailleurs. Et finalement, la France et l'Europe sont dans de très bonnes prédispositions depuis un demi-siècle, mais ont arrêté de faire la même course. Et donc, produisent pas beaucoup plus qu'il y a 20-30 ans,
se sont mises à faire surtout de la très haute qualité, donc pour des consommateurs au pouvoir d'achat très élevé, mais ont pour les perdu autres, parfois voilà. des capacités tant sur le marché mondial que sur le marché continental. Donc en fait la situation n'est pas dramatique. Ce qui est inquiétant, c'est le gradient, c'est la dynamique. La dynamique d'un désarmement éventuel agricole au niveau européen et français, pendant que le monde entier, lui, s'est réarmé pour produire et exporter davantage. Et du coup, Céline Imard, je rappelle, hein, vous êtes agricultrice. Il y a en fait cette espèce d'équilibre à trouver entre oui, on peut produire de la qualité pour des gens qui ont un fort pouvoir d'achat, mais comment faisons-nous pour amener les autres à cette qualité? Il y a des solutions. Aujourd'hui, la vraie problématique, c'est que nous faisons une agriculture de qualité en France, mais comme l'a dit Sébastien, aujourd'hui, on a des importations même, et comme l'a dit Félix Mathieu aussi, qui arrivent sur notre marché. Donc le risque, c'est que nous, ce qu'on produit qui est de très haute qualité, soit acheté par les gens qui ont du pouvoir d'achat, et que sur le reste des consommateurs au supermarché, ils achètent, on prend le poulet, voilà. Si je prends l'exemple du maïs, on a aujourd'hui 25 millions de tonnes qui sont importées dans l'Union européenne, c'est quelque chose d'énorme, essentiellement d'Ukraine et du Brésil, OGM, atrazine, donc des moyens et des facteurs de production qui sont interdits chez nous depuis plusieurs années. Alors c'est ça qu'il faut essayer de bien comprendre aussi, c'est-à-dire que bon, ce n'est pas parce qu'on importe que ce n'est pas de la qualité, mais on importe parce que c'est à bas coût, et si c'est à bas coût, forcément, c'est qu'il y a moins de qualité, c'est ça, grosso modo. Disons que les facteurs de production qui sont autorisés en dehors de nos frontières et même au sein de l'Union européenne sont des facteurs de production qui sont interdits chez nous. Donc il y a un problème de responsabilité qui se pose et de cohérence. Si on importe des produits qui sont produits avec des phytosanitaires, des pesticides interdits chez nous, avec des technologies interdites chez nous, on se retrouve aussi dans des situations terribles de distorsion de concurrence, puisque ces produits se retrouvent dans l'assiette des consommateurs et ça revient à exporter les problématiques de santé publique, de déforestation chez nos voisins. Ce n'est pas cohérent. Rassurez-nous, il y a une unité au niveau de l'Union européenne? Question volontairement provocatrice, j'imagine votre réponse. Tout. Écoutez, je prendrai un seul exemple. C'est stupéfiant. C'est stupéfiant. Je prends un seul exemple sur le seigle, donc qui est une céréale. L'ergot du seigle, c'est une maladie qui fait que ce sont des champignons qui se développent. Si les gens mangent du seigle où il y a de l'ergot, ils ont des hallucinations. Ça s'est fini à Pont-Saint-Esprit, un village début du XXe siècle en France, où les gens se sont entretués parce qu'ils avaient des hallucinations dues à ce champignon. Réel danger donc. Ce champignon, l'ergot du seigle, a été éradiqué grâce à des méthodes de lutte chimiques, mais le fongicide qu'on employait contre l'ergot du seigle a été interdit. En France exclusivement. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que quand les meuniers achètent le seigle, quand ils ont des lots qui sont contaminés à l'ergot, ils les mettent de côté, ils ne les utilisent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se fournissent chez nos voisins allemands, qui eux, au niveau des agriculteurs, ont encore ce moyen de lutte chimique contre l'ergot. En Allemagne, c'est autorisé. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, tiens, il y a des différences de fonctionnement, Pologne, Roumanie, etc. Non, là, c'est Allemagne et France. En Allemagne, donc les meuniers français se fournissent en Allemagne. Qu'est-ce qui se passe? C'est que d'ici 1 an, 2 ans ou 3 ans, vous n'aurez plus de seigle filière française. Maryvonne Lagaronne, côté viande bovine, est-ce que là aussi il y a matière à dire que vous ne pouvez pas finalement rivaliser en termes de concurrence parce qu'il n'y a pas les mêmes réglementations? Là ça va plus loin, c'est-à-dire réglementation bien sûr sur la qualité de la viande, mais sur le suivi de l'animal en tant que tel. Oui, alors on est effectivement dans les mêmes problématiques, c'est-à-dire aujourd'hui on est soumis à concurrence avec des importations qui arrivent des pays du Mercosur, du Canada, pour lequel les mesures de production ne sont pas soumises au même cadre. Entre autres, ce qui est dans l'actualité, hein, rappelons-le, puisque Emmanuel Macron s'est prononcé sur la question du Mercosur. Oui, voilà. Mais on respecte les paroles d'un président de la République pleinement. Simplement, on voudrait que dans les faits, ça soit quelque chose qui soit reconnu. Et quand vous parliez avant des cadres qualité, de l'obligation effectivement d'être monté en gamme en France, c'est une volonté au regard de la santé publique. Ça, c'est légitime et totalement légitime. Évidemment. Et aussi sur des exigences environnementales. Ces cadres-là ont été accepté par la profession. On a joué le jeu. Aujourd'hui, on est en train de monter effectivement sur des cadres de protection de la biodiversité et des éléments carbone. Simplement, il faut qu'on soit reconnu pour ça. Et quand on parle de la problématique des hauts de gamme et des signes officiels de qualité, c'est pas une question de prix, c'est une question de cohérence par rapport aux attentes sociétales. Aujourd'hui, on ne peut pas demander, la société ne peut pas demander à avoir des cadres réglementaires environnementaux très exigeants et ne pas reconnaître aux produits par la France la reconnaissance simplement de ces produits et dans l'organisation des marchés. Là où on en est aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que nous parlions précédemment des problématiques
Union européenne, y compris avec l'Allemagne. Là, en plus, la filière viande, vous êtes en concurrence directe avec des pays qui ont quand même un savoir-faire. L'Argentine, par exemple. Ouais. Oui, mais c'est plus grave que ça. C'est que la France est d'abord un pays de naissage. Sur les filières bovines, ovines, équines, on est d'abord des producteurs et des valorisateurs d'herbes. C'est ça notre cœur de métier. Et aujourd'hui, en fait, on produit du maigre. Et ce maigre, il est exporté vers l'Europe, voire à l'étranger. Dans le cadre actuel, on est en train de voir disparaître notre patrimoine de troupeaux. Ça veut dire qu'on va voir disparaître une limite d'exploitation de l'herbe. Et ça va poser des questions de territoire, de légitimité de territoire. Donc la problématique de l'importation des viandes, c'est un vrai problème pour nous. Oui. Mais surtout, ce qui est essentiel pour nous, c'est de préserver, en fait, on va dire quelque part les moules à veau, c'est-à-dire les mers, et ce qui fait notre qualité d'équilibre territorial et de la richesse de nos sols. Bon, alors nous allons marquer, nous, une petite pause publicitaire. Bien sûr, nous revenons ici en direct du Salon de l'Agriculture sur les stands Pyrénées-Atlantiques, mais vous venez de parler finalement d'un phénomène qui concerne les animaux, mais aussi la vocation des agriculteurs. On manque d'agriculteurs, on va manquer d'animaux, on manque d'un environnement propice aussi avec les problématiques climatiques, sécheresse. Bref, nous avons besoin de vos éclairages. Vous êtes là, nos invités, Sébastien Abyss, Maryvonne Lagaronne, Céline Imard, ici au stand Pyrénées-Atlantiques, au Salon de l'Agriculture. Nous revenons dans un instant. Et je peux vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux au Salon de l'Agriculture à vous rendre dans ces allées des stands des régions avec les produits qu'ils vont avec, bien sûr. Donc possibilité de déguster, de boire, évidemment avec modération. Mais bon, je précise qu'ici, à côté de la porte de Versailles, il y a la fameuse station de métro. Prenez le métro, comme ça vous pourrez déguster toutes les bonnes boissons qui vous sont proposées. La souveraineté alimentaire de la France en grand danger. C'est notre thème du débat. Nos invités dans un instant, j'aimerais vous redonner quelques repères importants. Les maraîchers français aujourd'hui ne peuvent fournir que 40% des fruits et 60% des légumes consommés dans l'Hexagone. La crise climatique, sécheresse, gel, grève a des répercussions bien sûr dans nos assiettes avec la hausse des coûts. Jamais nos agriculteurs n'ont été aussi peu nombreux. Ils sont un peu moins de 500 000 pour fournir céréales, viande, légumes et œufs à plus de 67 millions de Français. Comment pouvons-nous nous en sortir? Sébastien Abyss, chercheur associé à l'IRIS, est avec nous. Maryvonne Lagaronne, productrice de viande bovine à Gestas, dans les Pyrénées-Atlantiques, le stand où nous sommes. Et puis Céline Imard, agricultrice, porte-parole d'Intercéréales. Parlons peut-être, Céline Imard, de la crise des vocations. Nos agriculteurs sont peu nombreux et ça risque d'être la tendance. D'ici les 10 prochaines années, on a 40% des chefs d'exploitation qui partent en retraite. Et la transmission, c'est quelque chose qui se prépare. Ça répond à plusieurs enjeux qui sont l'enjeu de la vocation, parce que c'est un métier, l'agriculture, quelle que soit la production, où c'est un véritable choix. Ce sont des métiers où il y a à la fois des contraintes, où il y a des astreintes, où il faut savoir faire plusieurs métiers en un. Ouais. Il faut savoir souder, faire du machinisme, de l'agronomie, de la gestion du troupeau, du recrutement, voilà. Et donc on a à la fois cette première question, on a ensuite la question de la rentabilité économique et de l'accès aux facteurs de production, accéder au foncier, accéder à des bâtiments, voilà, s'installer, la réalité économique. Ouais. Et on a le problème de la vivabilité. Aujourd'hui, on arrive avec une génération de jeunes, la génération XY, pour qu'il y ait la vivabilité, les congés, le salaire, l'organisation en commun, l'équilibre avec la vie de famille sont des notions extrêmement importantes. Céline Imard, dans votre présentation, j'ai rappelé que vous étiez porte-parole d'Intercéréales, c'est la personne qu'on vient d'entendre. J'aimerais qu'on écoute maintenant l'agricultrice. Bon, vous êtes une jeune femme de son temps. Vous êtes heureuse de faire ce métier? Oui, je suis heureuse de faire ce métier, mais c'est vrai qu'il y a toujours dans chaque métier des avantages et des inconvénients. Il y a quand même des gros coups de stress. Voilà, quand on sait, j'en parlais il y a peu, qu'on a les colzas dehors qui sont en pleine fleur et qui doit faire une nuit où il va geler à -4 à -5 et qu'on risque de perdre la récolte et la fécondation, on dort moins bien. Donc il y a le stress face au risque climatique, il y a aussi une véritable problématique de reconnaissance de la société, quand on travaille, des personnes qui comprennent parfois moins bien nos pratiques. Donc voilà, on a la vie de famille, facile? Alors la vie de famille aussi, c'est une sacrée organisation, donc c'est effectivement
effectivement, c'est un métier de contrainte et d'astreinte. Il faut savoir jongler, trouver de l'aide, demander de l'aide, s'organiser. Ouais. C'est aussi Mais je note que vous êtes heureuse, mais qu'il ne faudrait pas trop tirer non plus sur la corde. Message passé. Sébastien Abyss. Donc peu d'agriculteurs français, nous sommes d'accord, mais aussi une nécessité de s'adapter à un contexte économique. Ça, il y a des chiffres, je l'ai rappelé, il y a un coût de la production, il y a ce qu'on produit, ce qu'on gagne, et le président de la République qui, ici même au Salon de l'Agriculture, dit il va falloir que les distributeurs fassent des efforts. Notre problématique finalement de souveraineté alimentaire, elle ne passe pas déjà par une remise en question de certains dans la machine économique ? Si, assurément. Il y a le sujet du partage de la valeur ajoutée qui est sur la table depuis plusieurs années. Après, il y a un vrai sujet pour moi qui est le levier massif, c'est-à-dire que je pense qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, il y a très peu de distributeurs, 80% de la dépense alimentaire en France se fait encore dans la grande distribution, même s'il y a un éclatement aussi des pratiques et qu'on va acheter certains produits sur les marchés ou sur des circuits de proximité. Le grand sujet, c'est ceux qui sont de plus en plus nombreux. Qui est de plus en plus nombreux dans le pays? Le consommateur. Oui, c'est-à-dire un consommateur qui, on a une population qui continue d'augmenter en France et on a une population qui continue d'être de plus en plus exigeante par rapport à l'alimentation pour toutes les raisons qui ont été dites. Mais ça d'une certaine manière, c'est un atout pour les agriculteurs. C'est-à-dire vous avez plus de consommateurs, donc plus de demandes. À condition, alors justement, c'est là où je voulais en venir, à condition en fait qu'on arrive à changer un peu la trajectoire des dernières décennies, où en gros on a expliqué que le bon prix c'était le bas prix. Le bon prix demain, le juste prix demain, c'est celui qui va être bon pour soi, pour sa santé, bon pour la planète, parce qu'évidemment il y a le sujet environnemental et climatique, mais bon pour son territoire et le producteur. S'il n'est pas triplement performant, ce produit, forcément il y a un débat sur le juste prix. Donc en fait le consommateur il doit bien comprendre en Europe et en France que l'alimentation a un coût, que plus c'est vert, plus c'est durable, évidemment. Le produit a aussi une valeur supplémentaire de performance, que tout ça doit nécessiter de la rémunération. Et encore une fois, il va falloir mettre en adéquation nos valeurs de consommateurs. Moi, je me mets dans le camp des consommateurs avec le prix. On a fait des arbitrages depuis des années sur le fait que l'alimentation, c'était la variable d'ajustement. Il y a des choses indispensables dans la vie. Il y a des choses ensuite qui font vivre le vivre ensemble. L'alimentation, on en a tous besoin. Et l'alimentation, c'est la démocratie et c'est le vivre ensemble. Ça veut dire qu'il faut dépenser aussi de l'argent à ce niveau. En tant que consommateur, on peut exiger aussi, alors qu'on paye un yaourt ou je ne sais quoi à tel prix, mais qu'on sache la part de ce que gagne chacun, parce que ça peut peut-être changer pas mal de choses. Oui, il y a vraiment le sujet donc de qui gagne quoi dans cette chaîne alimentaire. Après, il y a vraiment le respect quand même des agricultrices et des agriculteurs qui font le métier le plus important du monde et le plus difficile. Ça veut dire, moi je dis souvent, on peut être ému de savoir qu'un litre de lait ça coûte 1 €. Moi, si je me mets à produire un litre de lait demain, en tout cas si j'essaye et que j'y arrive, je suis sûr que je demanderai que ça coûte 20 balles au supermarché. Oui. Bon, Maryvonne Lagaronne, alors certes vous êtes productrice de viande bovine, donc le circuit court, ça vous concerne un peu moins. Mais avec votre vision, vice-présidente de la Fédération nationale bovine, de la branche FNSEA, moins il y a d'intermédiaires, finalement, plus et vous, les agriculteurs et nous, les consommateurs, avons des chances d'y trouver notre compte, c'est ça l'idée? Oui, tout à fait. Alors nous, on parle de circuit de proximité et surtout derrière, comme l'ont dit nos collègues, d'avoir une juste rémunération de tous les maillons de la filière. Là, il faut qu'on soit très clair là-dessus. La loi Egalim était dans cet axe-là. Et la proximité, c'est effectivement aussi offrir aux consommateurs la capacité de voir et de comprendre ce qu'il en est en termes de production. Mais il faut aussi qu'on travaille sur la définition des marques produits, sur la clarté de l'information du consommateur pour que le consommateur sache réellement l'origine du produit. Alors surtout sur les produits transformés parce qu'on a un vrai problème à cet endroit-là. Et aussi derrière sur l'impact du produit au titre de l'environnement et du territoire. On a aujourd'hui des scores qui sont approchés autour du climat. Donc, et à cet endroit-là, vu qu'on intègre le cycle de vie du produit, on n'intègre pas du tout aujourd'hui la problématique du stockage par la prairie. Et ça, c'est un vrai souci pour nous. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de mal à nourrir vos bêtes.
Non, il faut qu'on arrive à montrer au consommateur que le produit qu'il achète a un vrai impact sur l'environnement et qu'il est reconnu pour ça. Donc il faut que dans les numéroscores et dans les écoscores, on ait la capacité d'avoir quelque chose qui soit clair sur l'impact du produit et qu'on ne trompe pas le consommateur sur la présentation. Quand Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, dit toutes les crises que nous traversons, le Covid, la guerre en Ukraine, etc., ont montré que nourrir une population n'était pas un acte anodin. Non, nourrir un pays est un acte miraculeux. Vous avez cette sensation du miracle que finalement vous accomplissez, vous? Le miracle, on l'aura quand on aura trouvé la capacité de reconnaître nos jeunes pour le travail qu'ils font sur le territoire. Ça part de là pour vous. Bien sûr, parce qu'il y a un défaut aujourd'hui de reconnaissance. Nos éleveurs sont aujourd'hui désespérés sur le fait de ne pas être reconnus pour l'impact qu'ils ont sur la qualité environnementale et la qualité du produit. Céline Imard. Je vais vous dire un dernier mot. Oui, l'agriculture est miraculeuse parce que l'agriculture pose des solutions. C'est-à-dire que l'agriculture aujourd'hui, de par le mécanisme de la photosynthèse, est une solution pour capter le CO2 et une solution pour la décarbonation de notre planète. L'agriculture produit de l'alimentation, l'agriculture produit de l'énergie, du bioéthanol, etc. L'agriculture produit aussi de quoi isoler la partie habitat. Donc c'est une agriculture de solution pour la biodiversité, pour les enjeux écologiques et pour des enjeux de souveraineté. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est à être vus et considérés comme des acteurs de la solution. Bon, c'est un vaste sujet, hein, vous l'avez compris. Nous allons continuer après la pause à en parler. Je voulais déjà en parler avec vous trois. Merci encore, hein, Sébastien Abyss, Maryvonne Lagaronne et Céline Imard, de nous avoir apporté votre expertise. La question de la souveraineté alimentaire de la France qui est en grand danger, nous y revenons ici depuis le Salon de l'Agriculture à la porte de Versailles à Paris. Nous sommes sur le stand des Pyrénées-Atlantiques. Vous écoutez Sud Radio. Si vous voulez intervenir sur le thème, n'hésitez pas. Ce n'est pas parce que nous sommes à l'extérieur qu'on rompt avec nos habitudes. 0826 300 300. Vous les auditeurs de Sud Radio. À tout de suite. C'est un bonheur d'échanger avec les agriculteurs qui sont là, ici au Salon de l'Agriculture, porte de Versailles, à Paris, sur le stand donc des Pyrénées-Atlantiques, où nous recevons bien sûr des agriculteurs de provenance très diverses et variées, puisque notre thème c'est la souveraineté alimentaire. Est-ce que vous pensez que la souveraineté alimentaire de la France est en grand danger? Vous nous appelez 0826 300 300. Vous avez entendu, certains de nos spécialistes, des agriculteurs, les producteurs notamment, nous apportent des solutions, nous posent des problèmes, mais montrent qu'ils sont capables d'y répondre. C'est ça qui finalement est un petit peu énervant, c'est-à-dire qu'il semblerait que les spécialistes aient des solutions, mais que la chaîne économique, en tout cas, ne permette pas de les appliquer. Bon, nous continuons notre tour d'horizon et nous partons dans l'Oise. Alors, Geoffroy d'Evry, qui porte mal son nom, parce qu'on aurait pu imaginer que vous étiez dans l'Essonne, on vous l'a fait à chaque fois. Oui, régulièrement. Voilà. Bon, vous êtes agriculteur dans l'Oise, producteur de pommes de terre et président de l'Union nationale des producteurs de pommes de terre. Vous êtes où exactement dans l'Oise? Alors, je suis à côté dans la région de Compiègne. Ah, d'accord. Bon, ça va mal pour le secteur, là, les pommes de terre. On peut imaginer... Alors, pour le béotien, et j'en fais partie, on se dit, tiens, s'il y a un secteur qui marchera toujours, on aime tellement les pommes de terre, les frites, la purée, tout ça, c'est pas si simple que ça. Alors, en effet, c'est une culture qui est pas simple, mais c'est une culture qui est ô combien attrayante, technique et hyper encourageante, parce qu'il y a énormément de solutions à travers les pommes de terre de manière générale. Alors, quand on parle de pommes de terre pour le béotien, il y a beaucoup de pommes de terre. Oui. Il y a des pommes de terre pour différentes... À chaque fois, on ne sait que choisir d'ailleurs. Alors, c'est ça. Alors, en France, on est le premier exportateur déjà au monde de pommes de terre. On fait 3 distinctions dans la pomme de terre. La pomme de terre fraîche que vous allez retrouver dans les magasins, dans les grandes surfaces, que vous trouvez dans le filet. Voilà, ça c'est un premier segment. Un autre segment qui tire très fort, c'est la pomme de terre destinée à l'industrie pour faire vos chips, pour faire vos frites, pour faire vos purées. Oui, pour la restauration rapide aussi. Alors, exactement, la restauration rapide, la restauration collective, les hôpitaux, les restaurants universitaires et autres. Et puis un dernier segment qui est un petit peu moins connu, mais ô combien important, c'est la pomme de terre de fécule. Parce que la fécule est un ingrédient dans lequel on le retrouve dans beaucoup d'usages. Oui.
Et ça, il nous reste que 2 usines en France, et c'est un secteur qui subit de plein fouet à la fois des crises, à la fois la crise du Covid qui nous a mis à mal, et des crises climatiques. Et je pense qu'on y reviendra. Alors, donc aujourd'hui, le constat, Geoffroy d'Evry, c'est que il y a économiquement une situation inquiétante. Ça se présente comment? Est-ce que finalement vous subissez plus les effets de la crise climatique avec la sécheresse? Est-ce que il y a cette histoire de la flambée des prix, le circuit économique, la distribution, etc. C'est quoi le problème de la pomme de terre aujourd'hui? Alors, le problème de la pomme de terre, c'est de répondre à la demande. En réalité, on a un marché qui est extrêmement porteur. D'abord, c'est un aliment qui est extrêmement consommé en France, puisque... Oui, on peut pas y passer... Alors, non, mais on consomme, sans le savoir, à peu près 54 kilos de pommes de terre par an et par personne. Alors, oui, quand je dis 54 kilos, c'est à la fois de la pomme de terre fraîche ou transformée. Donc, c'est quand même assez important. Et le problème, c'est de pouvoir répondre à la demande, parce qu'il y a une demande forte en pommes de terre. Et aujourd'hui, la France est reconnue pour sa qualité du tubercule et l'expertise de ses producteurs. Donc vous exportez? Alors on exporte beaucoup et on a des industries qui sont hyper demandeuses encore de tubercules. Les projections qu'on peut faire encore sous 2 ans, c'est plus 2 millions de tonnes. Alors, je suis également président du groupe Pommes de Terre au COPA-COGECA à Bruxelles, donc dans lequel on a l'ensemble des producteurs qui sont autour de la table. Et la France reste l'Eldorado de demain de la production de pommes de terre. Grâce évidemment, on imagine, à ses champs, à sa terre. Mais si vous me dites, et je comprends finalement que vous n'êtes pas aujourd'hui en mesure de pouvoir assurer toute la demande, c'est quoi? C'est que on arrive à une espèce de logique qui dit qu'on ne peut pas produire plus que ce que la nature nous permet, ou il y a autre chose? Alors, déjà, dans un premier temps, on revient sur de l'agronomie. En effet, pour pouvoir passer les incidents climatiques, comme l'on peut voir, il faut remettre l'agronomie au cœur du système des exploitations. Et nous sommes en pleine problématique. C'est la semaine où, dans l'actualité, tout le monde évoque cette problématique. Exactement. Alors, ça ouvre pas mal d'opportunités pour les agriculteurs. Il n'en est pas moins vrai que ça reste une culture très technique et qui est extrêmement gourmande en termes de capitaux. C'est très capitalistique. Donc, pour venir faire de la pomme de terre, le ticket d'entrée, je dirais, est quand même assez élevé. Ceci étant, on doit répondre à cette demande sociétale, à cette demande qui est de plus en plus forte, et on doit s'adapter aux contraintes qui nous entourent, à la fois les contraintes environnementales, telles qu'elles nous sont dictées, ou en tout cas les objectifs que nous fixe aujourd'hui à la fois l'Europe et la France, dans lequel on doit s'inscrire et dans lequel on doit trouver des solutions, et les incidents climatiques, où là finalement, malgré le fait que une partie de la production est sous irrigation et qui permet de maintenir quand même une certaine qualité des tubercules, il y en a pas moins vrai que le stress thermique est quand même un vrai sujet. Ça veut dire que l'option bassine de stockage, par exemple, pour vous, à terme, ça risque de devenir nécessaire? Alors, c'est pas... Les bassines, de toute façon, l'accès à l'eau... C'est une solution, la bassine, bien sûr. Hein. Oui, mais la question, c'est le stockage de l'eau. C'est l'utilisation, le stockage et l'utilisation de l'eau. Donc, force est de constater, c'est que lorsqu'on parle de souveraineté alimentaire, parce que votre sujet précédent a été autour de la première des choses dans la souveraineté alimentaire, c'est déjà de produire. Oui. C'est déjà la première des problématiques. Et donc, il n'y a pas d'agriculture sans eau, par définition. Bon, après, c'est quels sont les moyens que l'on peut mettre en place pour utiliser l'eau avec plus d'efficience, qu'elle soit beaucoup plus efficiente et qu'elle soit mieux adaptée aux conditions dans lesquelles on est. Alors la production de pommes de terre, 63% de la production est au nord de la France. Donc on a encore cette chance-là. Oui. Mais en 2022, on a vu les limites du système suite aux épisodes caniculaires que l'on a connus. Là, ce qui se passe en ce moment avec cette absence de pluie, la sécheresse évidente, enfin la sécheresse évidente dans le sens où les constats sont clairs aujourd'hui, mais pas logique puisque nous sommes en février. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui va arriver pour vous, producteurs de pommes de terre, dans les mois à venir, risque d'être catastrophique? Non, alors attention, aujourd'hui on tire une sonnette d'alarme à date. Toutes les études montrent que la quantité d'eau sur une année finalement est quasiment la même. C'est la répartition dans le temps qui est différente. On est bien d'accord. Bon. La pomme de terre, nous, on va commencer à la mettre en terre là à partir du mois de mars, fin mars, début avril. Donc là, il aura plu dans le nord.
Hein, il y aura plus. Ce que je veux dire, c'est que ne tirons pas des sonnettes d'alarme. Enfin, oui, il faut faire attention, il faut regarder ce dont on a droit, il faut prévoir les choses, en effet, les niveaux des nappes doivent être surveillés et regarder donc avec les pouvoirs publics comment on peut avoir accès à cette eau au bon moment et surtout qu'elle soit vraiment efficiente pour la pomme de terre, quoi. Bon, merci en tout cas Geoffroy d'Evry de nous faire partager votre problématique parce que nous revenons finalement toujours aux mêmes histoires. L'eau par exemple. Autre point, nous en avons parlé avec nos invités précédents, vous parliez de vos activités au niveau de l'Union européenne. Est-ce que dans le domaine de la pomme de terre, il y a, on va dire, une espèce d'organisation, de répartition intelligente au niveau de l'Union européenne? Non, alors, après, on reste sur des marchés libres quand même. Donc chaque pays adapte ses structures, adapte son agriculture. Bon, en France, on a cette particularité forte d'avoir une agriculture très diversifiée, d'accord, et sur lesquels la pomme de terre a toute sa place. Et aujourd'hui, les pays qui sont nos voisins, c'est là où, hélas, sont les usines. Il faut regretter ça, mais viennent en France chercher la pomme de terre. Vous nous avez dit qu'il n'y a que 2 usines pour aller à la fécule de pommes de terre, par exemple. C'est ça. Ça, c'est simplement pour la fécule. Voilà. Après, mais on a plus généralement les usines de traitement de la pomme de terre. Voilà. On a la chance d'avoir 2 gros groupes qui sont installés pour faire de la chips, d'accord. Vous retrouvez les chips Bretz et Vico notamment, en l'occurrence. Et après, on a des groupes industriels qui viennent faire de la frite, dont le plus connu est McCain. Voilà. Mais vous dites que les entreprises au service de la pomme de terre ne sont pas surtout sur le territoire français. Hélas non, on exporte énormément de tubercules en l'état pour être transformés sur les pays frontaliers et on réimporte ces frites en France. C'est quand même assez aberrant. Donc l'indépendance alimentaire, la souveraineté alimentaire, elle doit aussi être dans une indépendance, une autonomie industrielle. Il y a d'une certaine manière une incohérence. Alors même si nous sommes sur un marché fermé de l'Union européenne, mais du coup on y perd en transport peut-être, en réachat, en traitement. Non, mais on est toujours dans le cadre d'un raisonnement global. On nous demande de faire des efforts à la fois pour notre environnement et notamment on parle des gaz à effet de serre, on parle du carbone, on parle des choses comme ça. Et donc aujourd'hui les agriculteurs ils sont confrontés à ça. Tout à fait. C'est comment réduire leur empreinte tout en alimentant des marchés qui sont en demande et sans aller dans des aberrations. Enfin très clairement emmener des pommes de terre à des milliers de kilomètres en camion, ça n'a pas de sens. Essayons d'avoir des outils le plus proche des lieux de production. Bon, nous sommes d'accord, Geoffroy d'Evry, que les pommes de terre que nous mangeons en France, elles viennent essentiellement de France. Bien sûr, il faut s'en réjouir. Et vous êtes quasiment les seuls. Les seuls à dire l'essentiel. Alors après, attention. Parce que le producteur de tomates, le producteur d'oranges, le producteur de céréales, il dit bien oui, mais il y a beaucoup de produits importés. Alors, nous on tire la sonnette d'alarme parce qu'on a encore la chance d'avoir cette production locale et après des péconiches avec les primeurs notamment, on a quand même des petites variétés de primeurs, île de Ré, Noirmoutier, etc. qui sont des pommes de terre vraiment excellentes, délicieuses et qu'on a chez nous. Maintenant, attention, on dit faites attention parce que si on a trop de contraintes dans nos outils de production, très rapidement on peut vite se retrouver sur le fait d'importer de la pomme de terre parce qu'il y a quand même des pays sous-traiter, etc. Il y a des pays en Afrique du Nord ou en Moyen-Orient qui commencent à se développer et on peut avoir des importations quand même de pommes de terre de manière importante. C'est quand même, alors je prêche un convaincu, mais elle est magique cette pomme de terre. Dans notre vie, c'est le bonheur des enfants. Les frites, ils vont tous se jeter sur les frites. C'est la pomme de terre. Mais alors, il n'y a pas que les frites, il y a la pomme de terre en l'état. Et force est de constater. Une bonne purée, ça revient à la mode en plus. La purée, ça revient à la mode. Et rééplucher les pommes de terre. Et ça reste un aliment, alors qu'on parle de panier d'inflation, etc. C'est un aliment extrêmement bon marché, qui est très facile à cuisiner et dans lequel on a une segmentation. Voilà, il y a des pommes de terre et les choses ont été bien faites. On a une interprofession dans le frais qui a extrêmement bien travaillé. Et aujourd'hui, même le néophyte qui n'y connaît rien dans les variétés de pommes de terre, on ne lui demande pas que ce soit un professionnel, lorsqu'il va dans son supermarché, il voit pommes de terre pour de la frite, pommes de terre pour du four ou pommes de terre pour des rissolés. Il n'a même pas besoin de réfléchir, il prend son sachet, il sait qu'il y a une qualité sanitaire et gustative du produit.
lui, il a plus qu'à éplucher, soit il le met dans l'eau, soit il le fait gratiner. Vous savez que c'est un crève-cœur, hein, parce que il y a l'enfant qui dit, bah moi je veux des frites cette semaine, la maman, de la purée, le papa qui dit, moi je veux une salade de pommes de terre, et il faut arriver, on prend 3 sacs quand c'est comme ça. Mais voilà, mais on parle, non mais c'est ça, et on parle de microbiote, on parle de plus de microbiote et de régime alimentaire, et aujourd'hui la pomme de terre, elle est riche en potassium, elle a quand même pas mal de nutriments qui sont excellents pour la santé. Geoffroy Desvries, merci d'être passé, parce que votre discours est plutôt positif, vous n'êtes pas inquiet, mais vous tirez la sonnette d'alarme, c'est ce que vous avez dit. L'occasion de dire que dans notre sujet sur la souveraineté alimentaire de la France qui est en grand danger, il y a des secteurs où on est très fort. Si on ne s'appuie pas sur ce qui est notre force, on risque vraiment de passer à côté de plein de choses. C'est votre message. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous restons ici dans les travées du Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris. Nous sommes sur le stand des Pyrénées-Atlantiques, mais vous avez vu, Geoffroy Desvries arrive de l'Oise. Les gens, les agriculteurs qui nous donnent leurs avis viennent de partout. Vous aussi, 0826 300 300, vous êtes les bienvenus. À tout de suite sur Sud Radio. Bon, il y a une tradition sur le stand du Pays Basque, du Béarn, bref, ces 2 petites régions qui font partie des Pyrénées-Atlantiques, c'est qu'on arbore le foulard orange. Alors si vous nous regardez sur la chaîne YouTube de Sud Radio, et vous êtes très 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 nombreux, vous pouvez le voir, même Maël, notre technicien, a son foulard, tout le monde a son foulard, et nous continuons notre rencontre ici au Salon de l'Agriculture avec les professionnels, les agriculteurs, les producteurs, des gens qui répondent clairement à la question que nous posons. Souveraineté alimentaire, en France, sommes-nous en danger? Sous-entendu, est-ce que nous sommes capables aujourd'hui en France, 1, de continuer à intéresser des jeunes à devenir agriculteurs, 2, de pouvoir produire autant que nous le devrions pour nourrir l'ensemble des 67 millions de Français, et puis, est-ce que avec les aléas climatiques, avec les problématiques économiques, les agriculteurs aujourd'hui peuvent continuer de bien travailler. Alors nous vous proposons maintenant une vision un peu différente. Le collectif Nourrir, qui est une plateforme française interorganisation et qui est représenté ici par Mathieu Courgeot. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors vous êtes éleveur de vaches laitières en Vendée, porte-parole et coprésident donc du collectif Nourrir. Vous avez proposé un manifeste pour 1 million de paysans. C'est quoi l'idée générale? Dites-nous, parce que ce qui est très intéressant chez vous, c'est que vous prenez peut-être le contre-pied des obligations de l'agriculture aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, effectivement, notre souveraineté alimentaire, elle est en danger. C'est par ça que vous avez commencé. Elle est en danger pour 2 choses. La première, c'est effectivement les chocs climatiques qu'on a, les sécheresses, la grêle, les inondations qui ont amené à se multiplier dans les années à venir. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est effectivement le manque de paysans, le manque de bras et de cerveaux dans nos campagnes pour faire ce magnifique métier qu'est le métier de paysan. Et donc, nous, ce qu'on vous n'ajoutez pas on va dire la chaîne de production qui aussi est en défaveur des agriculteurs? Je vous pose la des questions de revenus, si, effectivement, ça fait partie des conditions pour installer, nous, ce qu'on dit, c'est justement pour assurer notre souveraineté alimentaire dans les années à venir, il faut absolument installer 1 million de paysans, de paysannes, nous, c'est ce qu'on dit. Et donc nous y venons, le manifeste. Voilà. Donc, que justement, une des conditions, c'est effectivement, des conditions de revenus. Vous savez qu'il y a environ 1 paysan sur 2 qui gagne moins de 1 500 euros par mois. Ça, c'est insupportable avec le temps de travail. Exactement. Donc nous, ce qu'on dit avec nos 50 organisations, c'est ça. Il faut redonner du revenu aux paysans, très clairement. L'industrie agroalimentaire doit partager, la grande distribution doit partager aussi. Alors, ça, c'est la première chose. Oui, mais sur cette première chose, je vous arrête tout de suite, Mathieu Courgeot. Il y a des solutions concrètement, parce que le président de la République a dit, tiens, il faut que les distributeurs fassent un effort. C'est que ça, vous dites quoi? Moi je crois qu'il faut arrêter de demander, il faut mettre des règles, il faut exiger. Ça fait des années et des années que le pouvoir politique demande de faire des efforts, peut-être un peu, mais à un moment donné, le pouvoir a des possibilités de réglementation, de loi, et donc il faut imposer à la grande distribution, il faut imposer à l'industrie agroalimentaire un partage des marges. Donc là, je crois qu'on n'a pas suffisamment été loin dans la loi Egalim, notamment, de ce point de vue-là. Donc là, vous demandez une intervention politique. À quel niveau? Au niveau français ou européen? Eh bien, les deux. Moi, je pense qu'il faut au niveau
niveau français, effectivement. Il faut aussi au niveau européen. Vous savez qu'on est en train en ce moment de renégocier le Mercosur, donc l'accord de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud. Et ça, ce serait une catastrophe. Par exemple, voilà. Ce serait une catastrophe si on signe. Donc on voit que Emmanuel Macron a dit qu'il y aurait peut-être des lignes rouges, mais il faut absolument arrêter de signer ce genre d'accord de libre-échange. Donc vous demandez des actes politiques pour ce premier point. Deuxième point. Et le deuxième point, autour de l'installation, c'est de dire, vous savez, pour cultiver des légumes, pour élever des animaux, il faut des terres. C'est très simple. Oui. Et aujourd'hui, on a un vrai souci d'accès à la terre. On a un système qui ne garantit pas que quand il y a des terres qui se libèrent, ces terres-là seront à destination des jeunes agriculteurs qui veulent s'installer. Ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Donc on a un outil qui s'appelle... Pourquoi ? C'est-à-dire qu'est-ce qui peut se passer ? C'est trop cher, les terres sont trop chères. Vous savez que le prix des terres agricoles a beaucoup augmenté. Ça prend de la valeur, évidemment. Faute de régulation des terres. On a aussi un phénomène où les voisins agriculteurs s'arrangent entre eux pour se répartir les terres sans forcément laisser la place aux jeunes qui veulent s'installer. Oui, bien sûr, ça c'est un phénomène très courant des agrandissements des exploitations, c'est extrêmement courant. Et donc on a un outil qui s'appelle, alors excusez pour les noms barbares, le contrôle des structures, qui est justement un outil qui devrait permettre beaucoup plus de favoriser ce que les jeunes aient effectivement accès à la terre. Ça c'est la deuxième chose sur l'accès à la terre. C'est un système de transmission, hein, beaucoup l'agriculture. Donc ça veut dire qu'un paysan va favoriser, logiquement d'ailleurs, tout le monde le ferait bien sûr, l'installation de son fils, mais peut-être qu'aujourd'hui les agriculteurs ne pensent pas finalement à mettre un système un peu plus, pardonnez-moi parce qu'il y a une connotation politique, mais un peu plus collectiviste finalement. Alors effectivement, je crois qu'on c'est un défi collectif hein, qu'on a ce défi et le gros changement qu'on a depuis quelques années et qui sont en train de s'accentuer, c'est que la majorité des paysans des paysannes de demain, ce ne seront pas des fils ou des filles d'agriculteurs. Ce seront justement des gens qui viendront peut-être de la ville, qui viendront d'autres métiers, d'autres zones rurales. Et donc, en fait, le défi qu'on a, c'est comment est-ce qu'on arrive à les accompagner. Aujourd'hui, on le fait très mal, on accompagne très mal parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. Ce n'est pas attractif, ce n'est pas attractif. Je vais vous prendre un exemple. Moi, dans mon voisin, il y a Juliette et Jean-Baptiste qui sont pas issus du milieu agricole, qui sont installés sur une ferme laitière, qui ont repris une ferme laitière. Et en fait, on a réussi à les prendre. Au début, ils avaient un projet un peu vague, une idée un peu vague, parce qu'ils sont pas du milieu agricole, ils connaissaient pas très bien. Et avec les structures d'accompagnement qu'on a, on les a accompagnés de bout en bout pendant 2 ans. Et au bout des 2 ans, ils sont installés, ils ont une ferme, ils sont super heureux, ils ont des vaches laitières, ils font des choses magnifiques. Oui, parce que là, il faut aussi investir dans les bêtes. Ça coûte cher. Ouais, c'est ça. Et des jeunes comme Jean-Baptiste et Juliette, on en a plein. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment de moyens aujourd'hui pour les accompagner. Vous dites, tout le monde dit il faut de l'installation, mais d'un autre côté, on donne pas les moyens aux structures qui font ce travail-là de faire ce métier. Donc ça, c'est quand même un vrai souci. Vous prenez cet exemple de ce couple. Quel âge ont-ils? D'où viennent-ils? Alors ils ont une trentaine d'années. Alors il y en a un qui vient de Bretagne et l'autre qui vient de Vendée, effectivement, mais leurs parents n'étaient pas agriculteurs. D'accord, mais est-ce que justement le phénomène des jeunes des villes, nous en avons beaucoup parlé à l'occasion de la crise du Covid, certains veulent rompre avec leur vie, veulent passer à autre chose. Est-ce qu'il y a des vocations des urbains vers cette activité? Oui. Alors contrairement à une idée un peu reçue, il y a des vocations. Nous, dans nos structures, on a du mal à accompagner tout le monde tellement il y a de demandes et tellement on a peu de moyens. Donc il y a plein de choses à faire. Mais j'allais dire le souci principal, c'est comment est-ce qu'on arrive avec des gens qui ont des rêves, qui ont plein d'idées, mais à une installation concrète 1 an ou 2 ans après sur un projet professionnel qui permet de gagner de l'argent, qui permet de se dégager du temps libre. Donc ce chemin-là, il est long en fait, et donc il faut absolument accompagner beaucoup plus. Bon, Mathieu Courgeot, votre collectif Nourrir est à vous entendre et on le confirme aussi sur Sud Radio ici depuis le salon de l'agriculture est un plus, un apport considérable pour relancer l'attrait pour l'agriculture. Maintenant, à la limite, c'est pas à vous de faire ça. Vous demandez aussi que les pouvoirs publics fassent ce travail, parce que vous le faites, cet accompagnement. Mais merci de le faire. Mais c'est pas forcément à vous de le faire non plus. Alors c'est aussi un peu à nous de le faire quand même, hein, mais il faut nous donner les moyens de le faire correctement, en partenariat avec l'État, avec d'autres structures, etc. Donc oui, c'est à nous de le faire en partie aussi. Hein. Ouais. Et que faire pour vous aider? Aujourd'hui, quelle est l'idée principale à mettre en place? Le gouvernement, j'imagine que vous discutez avec le ministre de l'Agriculture. Qu'est-ce
qu'est-ce que vous lui demandez concrètement? Eh ben écoutez, là on a Emmanuel Macron s'était engagé lors de sa campagne électorale de mettre en place une grande loi d'orientation agricole. Donc là les concertations ont commencé depuis quelques mois et nous la demande qu'on a, elle est très simple en fait, c'est que nous avons effectivement écrit ce manifeste, nous avons une série de propositions très concrètes. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail aujourd'hui, mais c'est de s'en saisir. On doit voir le ministre très rapidement et l'idée c'est de s'en saisir et puis de voir comment est-ce qu'on peut là dès 2024, dès la fin de l'année 2023, mettre du concret et essayer d'atteindre ce million de paysans d'ici à 2050. Bon, vous parlez de politiques agricoles et alimentaires justes, démocratiques, écologiques, afin d'assurer une souveraineté alimentaire en France. Nous y revenons, c'est notre sujet. Tout à fait. Mais vous avez les propositions et vous avez les idées qui sont à coup sûr efficaces? À peu près, oui. Alors en tout cas, on est prêt à les mettre au débat, hein, mais clairement, oui, on peut être sur. Je crois qu'on a ce défi effectivement de l'installation, on a le défi de la transition agroécologique, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive, nous paysans, à diminuer notre utilisation des pesticides, à lutter contre le changement climatique, à renforcer la biodiversité. Donc voilà, vous voyez qu'on a un ensemble de défis qui sont très importants devant nous, et en fait, il faut des réponses à l'ensemble de ces défis. C'est ça qui est passionnant dans notre métier de paysan et qui va être passionnant pour les jeunes qui vont s'installer. Bon, il y a des défis aussi qui sont souvent appelés par le monde écologiste, hein, c'est-à-dire que il y a le bien-être animal, il y a la possibilité de développer de la haute technologie. Tout cela, vous estimez aujourd'hui que la France a pris du retard? Alors, sur cet aspect technologique, je pense qu'il faut y revenir. On a un courant aujourd'hui qui dit mais il faut absolument développer la technologie en agriculture, la robotique, le numérique, et que c'est ça qui va sauver l'agriculture de demain. Nous, on ne le pense pas. On ne le pense que justement, c'est plutôt de prendre la voie de l'agroécologie, donc de redonner, de remplacer la chimie et la technologie plutôt par de la biologie, du pur et de la nature. De se baser sur des solutions basées sur la nature. En fait, il nous semble que c'est vraiment cette voie-là qu'il faut choisir. Alors, l'idée elle n'est pas d'être contre la technologie, mais que ça peut vraiment servir d'appoint à des systèmes qui sont vraiment les plus agroécologiques possibles. Que ça ait un sens finalement. Et merci Mathieu Courgeot, éleveur de vaches laitières en Vendée, porte-parole et donc coprésident du collectif Nourrir. Vous êtes où en Vendée? Juste à côté de La Roche-sur-Yon. Oui, évidemment. Incontournable. La Mogette, les huîtres, le Puy du Fou, c'est chez moi. Bien sûr, bien sûr. Bon, nous allons marquer bien sûr la pause information. Dans un instant midi, nous restons évidemment ici au Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris, avec nos différents invités. Nous sommes toujours sur le stand des Pyrénées-Atlantiques. À tout de suite.